Bonjour à tous, bienvenue dans votre instant éducation. Cette semaine, nous vous parlons des déviances sexuelles en milieu scolaire et universitaire. Un thème qui fait suite au buzz sur les vidéos de pratiques sexuelles et d'usage de stupéfiants chez certains apprenants. Ce qui a d'ailleurs poussé 3 ministres du gouvernement à rencontrer les promoteurs d'établissements. Eh bien, nous en parlons ce matin avec Monsieur Eddy Kotor, qui est un psychopédagogue. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ces déviances sexuelles notées de plus en plus dans nos établissements? Merci. Malheureusement, il se fait qu'aujourd'hui au Bénin, nous assistons à, je dirais, au-delà de la simple décrépitude, nous assistons à un désenchantement de l'école. Les responsabilités par rapport à ce qui arrive, qui est dommage, peuvent se situer à plusieurs niveaux. D'abord, les parents d'élèves qui sont au cœur même du processus éducatif. Les parents, aujourd'hui, on a comme l'impression qu'ils ne veulent plus forcément rechercher un modèle d'éducation pour leurs enfants. Ça pose un problème. Parce que lorsque vous avez votre enfant, vous avez forcément un certain nombre d'aspirations, un certain nombre de valeurs que vous lui transmettez et qui pourraient faire de lui, demain, une personne accomplie. Secondo, il n'y a que le dialogue qui devrait exister. Lorsque les jeunes, les adolescents, les enfants commencent par atteindre la période pubertaire, ce dialogue qui devrait exister à partir d'un âge à partir d'un certain âge de 12-13 ans n'existe pas forcément parce que le sexe chez nous est considéré comme sujet tabou. Il faut avouer aussi que les parents, de plus en plus, courant ou s'inquiétant du lendemain, c'est-à-dire en quête du gain ou des moyens de subsistance, n'ont plus forcément la disponibilité nécessaire pour suivre les enfants. Et quand je parle de suivi, il ne s'agit pas uniquement du suivi à l'école, mais du suivi à la maison, du suivi en milieu social. Si bien que les enfants passent le clair de leur temps, seuls ou soit en compagnie des camarades qui ne sont pas forcément des donneurs de leçons. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et de mieux en mieux, il se fait aussi que l'administration scolaire ou l'institution scolaire a donné une certaine autorité à nos apprenants, si bien qu'aujourd'hui, lorsque vous punissez un apprenant, le parent est prêt à vous traduire devant les tribunaux. Ça fait que, voyez-vous, l'éducation n'est plus ce qu'elle devrait être. Ceux qui devraient, en temps normal, accompagner les parents dans le processus ne le font pas parce que le châtiment corporel, par exemple, est interdit en milieu scolaire. Et c'est les parents même qui s'acharnent contre les enseignants qui sont, au-delà de tout, des éducateurs aussi. Il ne faut pas occulter l'invasion aujourd'hui de notre monde par les technologies de l'information et de la communication. Les parents des réseaux sociaux, les parents ne sont pas toujours là pour canaliser les dérives. Déjà, quand un enfant a un téléphone portable, le parent ne sait pas forcément tout ce qu'il fait avec cet objet-là. Alors là, donc, vous jetez tout de suite la faute sur les parents? Non, pas forcément, mais je dis que les parents sont au cœur du processus parce qu'ils sont les géniteurs. Et je pense que c'est à eux de faire le grand boulot parce que aujourd'hui, ce n'est pas forcément tous les enfants qui se laissent aller à ces pratiques. Il y a quand même des enfants qui sont conscients, qui sont bien éduqués, pas que les autres ne le sont pas, mais qui sont quand même épris de valeurs morales et vertueuses. C'est dit que les parents, en fait, doivent jouer le rôle fondamental parce que c'est à eux de donner l'orientation qu'il faut aux enfants. Il y a un autre niveau de responsabilité toujours concernant les parents. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de familles monoparentales. C'est dit que les enfants sont seulement avec papa ou uniquement avec maman. Et ça pose un problème parce que lorsque les deux parents ne sont pas présents, ça peut influer négativement l'éducation
qui pourrait être transmise aux enfants. Lorsque la mère est là et joue son rôle, le père doit être aussi là pour jouer le rôle d'autorité. Malheureusement, il faut l'avouer, quand vous prenez aujourd'hui beaucoup de familles, en majorité, c'est des familles monoparentales où c'est seul papa qui joue le rôle des deux ou seule maman qui joue le rôle des deux. Le dernier niveau, parlant toujours de l'implication du suivi des parents, les telenovelas, comme on a coutume de le dire, nous ont envahis. Parfois, c'est les parents même qui sont accros en griffe de ces telenovelas-là, de ces feuilletons qui sont diffusés à longueur de journée. Et ils n'ont pas toujours la présence d'esprit d'éviter aux jeunes, aux enfants, qui n'ont pas encore acquis une certaine maturité, de ne pas suivre telle ou telle autre émission. C'est-à-dire que les émissions télévisées qui ne sont pas forcément indiquées ne sont pas régulées par les parents parce que justement, ils ne sont pas présents. Pour aller plus loin, vous savez, aujourd'hui, les parents, ils sont tellement préoccupés, et c'est normal, par de quoi subvenir aux besoins de la famille, qu'ils oublient qu'ils doivent espérer un retour sur investissement lorsqu'ils ont scolarisé leurs enfants. Mais certains parents sont présents, mais quand même n'arrivent pas à engager ce genre de discussion avec leurs enfants. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est d'abord par peur de conduire les enfants sur un terrain glissant. C'est d'abord la crainte de parler aux enfants d'un sujet qui, au temps de nos aînés, relevait de la toute discrétion. Mais je dis que cette peur ou cette crainte ne devrait pas exister parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est un détour indispensable ou un détour obligatoire pour la vie. Que vous soyez fille, garçon, à partir d'un certain âge, physiologiquement et naturellement d'ailleurs, votre corps commence par opérer un certain nombre de changements qui vous disposent ou qui vous prédisposent à aller vers le sexe opposé. Et les enfants sont curieux aujourd'hui. Et la curiosité grandissante, je pense que c'est aux parents de commencer déjà par anticiper sur ce que pourrait être la vie sexuelle du jeune, de l'adolescent. Parce que ne pas le faire, c'est donner l'ouverture à l'enfant, curiosité aidant, de chercher à comprendre ailleurs comment ça se passe. Et donc, dès que les prémices commencent par se manifester, les parents doivent avoir la présence d'esprit d'aborder le sujet et de façon délicate. Pardon. Mais il se fait que, comme je l'ai dit, les parents, soit ils ont cette crainte, ou bien ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas les informations suffisantes pour aborder voilà, le sujet avec les enfants. Et comme je l'ai dit, c'est très délicat. Il ne faudrait pas, comme on le dit dans notre jargon en langue fond, vouloir envoyer l'enfant au lit et le réveiller. Il vaut mieux prendre les mesures ou les précautions qui s'imposent avant de s'engager. Mais la responsabilité, il faut le dire, ne se limite pas uniquement aux parents. Il y a aujourd'hui les autorités politico-administratives, je vais parler des gouvernants, qui, il faut le dire, n'ont pas toujours cherché à faire de notre système éducatif une identité africaine ou une identité béninoise. Nous faisons parfois du copier-coller qui forcément ne nous arrange pas. Si vous prenez aujourd'hui le règlement intérieur des établissements, vous verrez qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ne sont pas forcément praticables chez nous en Afrique. Oui. Je dis on a interdit le châtiment corporel. C'est vrai que c'est au vu et au su d'un certain nombre de dérapages qui sont intervenus dans le système que par finir, les autorités ont décidé d'interdire le châtiment corporel. Mais je pense que dans notre sociologie africaine, le bâton a son rôle, pas forcément indispensable, mais ça a son rôle à jouer. On dit qu'il faut faire la politique du bâton et de la carotte. Sous d'autres cieux, le châtiment corporel n'existe pas. Mais ceux-là, ils ont leur sociologie, ils ont leur culture, ils ont leur façon de fonctionner. Chez nous, en Afrique, nos aînés, nos grands-parents ont été bien éduqués avec l'accompagnement de ce châtiment-là. On dit que la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Et donc, on ne peut pas faire croire à nos enfants aujourd'hui que la vie, c'est du laisser aller, qu'on peut tout se permettre. On dit
que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas forcément profitable. Et donc, il doit y avoir des sanctions négatives pour rappeler les enfants à l'ordre. Pour dire, voilà, tel dans la société, on ne fait pas tel pas, on ne le pose pas. Mais aujourd'hui, le châtiment corporel est interdit et les apprenants, ils le savent. Ils vous brandissent ça même, ils vous le jettent à la figure. Vous n'osez pas lever la main sur eux. Et les surveillants généraux des écoles, qui en temps normal peuvent aussi sanctionner aujourd'hui, sont sujets à beaucoup de pression. J'en connais qui ont été traduits récemment en conseil de discipline, je parle de surveillants généraux. J'en connais qui ont été convoqués au tribunal parce qu'ils ont touché un enfant, ils ont osé punir un enfant ou donner une corvée à un enfant. Et donc là, il se pose un problème de l'identité de l'école. Quelle identité voulons-nous donner à notre système éducatif? Voulons-nous fonctionner comme des blancs en faisant du copier-coller ou bien voulons-nous plutôt tenir compte de nos réalités sociologiques pour donner une identité propre à notre école? Alors là, vous n'êtes donc pas d'accord avec ceux qui pensent que les écoles, les responsables d'école n'ont pas vraiment imposé la rigueur à ces enfants? Les responsables d'école ont leur part de responsabilité dans ce qui arrive. Déjà, il faut partir de ce que aujourd'hui le système éducatif est limité seulement à l'enseignement, l'éducation étant balayée du revers de la main. Aujourd'hui, nous transmettons les connaissances aux apprenants, mais dans les curricula de formation, il n'existe nulle part où c'est dit que réglementairement, on doit enseigner l'éducation civique et morale. Il n'y a que quelques écoles privées, et là, je précise les écoles confessionnelles qui s'attellent à enseigner l'éducation civique et morale. Alors que l'école doit pouvoir former intellectuellement, mais aussi polir l'individu et donc l'éduquer pour que non seulement il soit une tête bien faite, bien pleine, mais aussi un citoyen vertueux. Et la vertu, c'est l'éducation. Les administrations des écoles n'ont pas forcément le pouvoir de décision. Ça, c'est le politique qui décide. C'est le politique qui décide de l'orientation à donner au système éducatif. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, la responsabilité des administrations scolaires est plus ou moins aussi engagée. Engagée en ce sens où les effectifs pléthoriques, surtout dans certaines écoles, ne permettent pas forcément aux surveillants déjà en nombre limité de gérer les individualités et les caprices des apprenants. Si bien que les bêtises dont sont responsables ces apprenants-là ne peuvent pas forcément être canalisées. Lorsque vous ne savez pas que les apprenants font un certain nombre ou sont l'objet d'un certain nombre de dérapages ou de déviances, vous n'êtes pas capable de les maîtriser. Mais il y a quand même des règlements qui devraient être... Le règlement, c'est une chose. Oui. Mais la gestion du groupe scolaire, c'est tout autre chose. Parce que ça dépend de l'effectif que vous avez. Lorsque vous gérez 50 apprenants, ce n'est pas la même chose que lorsque vous en gérez 3 000 ou 4 000. L'effectif pléthorique, c'est dans le public plutôt. Il y a aujourd'hui des écoles privées qui évoluent aussi vers la tendance des effectifs pléthoriques parce que là, il faut le dire, c'est le gain. Les écoles privées fonctionnent sur fonds propres. Elles n'ont pas forcément des subventions venant de l'État. Et donc, elles ont besoin d'avoir de l'effectif pour gérer leurs enseignants, pour gérer le personnel. Et ça, c'est tout à fait normal, on peut comprendre. Mais de là à dépasser les limites, l'APC normalement prévoit 20 à 25 élèves dans une classe. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, il y a une multitude d'écoles privées dans lesquelles les effectifs sont déjà allés au-delà de 50. Et ça ne permet pas aux surveillants généraux de gérer le flux comportemental des élèves parce que chaque élève, si vous avez 1000 élèves, c'est que vous avez 1000 éducations différentes. Et dit aussi que le régime selon lequel fonctionnent les écoles privées ne permet pas forcément aussi de canaliser les déviances parce que il y a tellement d'heures creuses qu'on se demande ce que font les apprenants à ces instants-là. La nature ayant horreur du vide, lorsque vous laissez les apprenants à eux-mêmes, c'est bonjour les dégâts. Et donc, je me demande aussi, on pourrait se demander, est-ce forcément utile aujourd'hui dans notre contexte de mettre ou d'imposer aux apprenants de rester à l'école de 7h à 19h? Est-ce que c'est forcément utile aujourd'hui? N'y a-t-il pas des matières ou des quotas horaires qu'il faut revoir pour permettre aux apprenants de ne passer que le temps utile à l'école
Parce que entre 10h et 11h, où les apprenants ont 1 heure de libre, ils peuvent tout se permettre parce que là, c'est sans surveillance. Il n'y a pas de professeur dans la classe. Le surveillant ne peut pas se démultiplier justement de temps en temps. Mais oui, les déviances dont nous parlons, c'est parfois des situations ou des événements de fractions de secondes ou de quelques minutes. Maintenant, prenons le cas de ces vidéos qui ont été postées, diffusées là. Le surveillant était où pendant que les enfants, ces apprenants enregistraient ces vidéos? J'en parlais à l'instant. Les heures libres, les heures de pause, parfois sont tellement colossales que le surveillant ne peut pas forcément maîtriser ce qui se passe. Prenez l'exemple d'un établissement qui fonctionne avec 20 groupes pédagogiques. Le surveillant doit gérer non seulement la discipline, le respect du règlement intérieur, les comportements des apprenants, mais aussi ces occupations administratives. Le surveillant n'est pas là. Et dans ce cas, pourquoi ne pas opter à un préfet de discipline, par exemple? Oui, mais le préfet de discipline, dans les écoles qui l'ont adopté, ça revient au surveillant général. C'est le même processus, ou c'est les mêmes attributions. Le préfet, c'est le surveillant général. Il y a des écoles qui ont voulu parler de préfet de discipline, mais en réalité, chez nous, c'est le surveillant général qui fait office. On peut avoir deux préfets. C'est pour ça que je parlais tantôt d'effectifs des surveillants. Parce que lorsque les tests sont prévus, que lorsque vous dépassez par exemple un certain effectif, vous ayez 2 surveillants généraux. Mais il y a des écoles qui fonctionnent avec plus de 1000 élèves et qui ne voudraient pas recruter des personnes pour jouer le rôle de surveillant. Ça pose un problème. Parce que la même personne ne peut pas être au four et au moulin, comme on le dit. Le surveillant a le temps de faire le tour d'une vingtaine de salles de classe. Il peut avoir déjà beaucoup de dégâts. Alors, comment appréciez-vous la réaction des autorités face à ce problème-là? Les autorités, il faut le dire, n'ont pas du tout apprécié ce qui est arrivé. Personne n'a apprécié d'ailleurs. Personne n'a apprécié parce que ça met à nu ce qui pour nous, Africains, Béninois, est cher. Je retourne aux valeurs endogènes et je voudrais bien demander que nous arrive-t-il? Hier, il y a des choses qui ne pouvaient pas se faire ou se passer, mais qui aujourd'hui se déroulent au vu et au su de tous. Et je pense qu'au-delà de l'indignation ou du mécontentement, au-delà de l'incrimination, de la condamnation des jeunes concernés, nous devons pouvoir nous mirer et nous interroger sur la société que nous sommes en train de préparer pour les générations à venir. Aujourd'hui, je dis, pour des événements à envergure nationale, vous voyez que des artistes sont invités et chantent des morceaux qui sont l'incarnation même de la dépravation des mœurs. Je dis pour des événements organisés au plan national. C'est dit que c'est aussi nos autorités qui organisent ces événements-là. On se permet d'inviter des artistes, par exemple, qui chantent la dépravation, qui font l'éloge du sexe. Ça pose déjà un problème. Et lorsque vous organisez un concert aujourd'hui, il y a une certaine catégorie d'artistes, si vous ne les invitez pas, vous n'aurez pas un monde fou. Ça pose un problème. Ça pose un problème de valeurs que nous défendons, de normes que nous voulons inculquer aux générations à venir. Et donc, je pense que les autorités, dans ce qui arrive, c'est vrai. Il faut condamner, il faut accuser, il faut sanctionner. Mais au-delà de la réprimande, nous devons pouvoir revenir en arrière et nous poser un certain nombre de questions. Et je voudrais dire, sanctionner les apprenants, oui. Mais j'aurais voulu que nous transformions désormais en réparateurs de délinquants, plutôt que de rester dans notre enveloppe de geôliers ou de personnes qui sanctionnent juste pour sanctionner. La sanction, oui. Mais au-delà de la sanction, il y a un travail de fond qui doit être fait pour que demain, ces cas de déviance ne reviennent plus. Vous savez, les jeunes, parfois,
dans la période pubétaire, ont une caractéristique qui leur est commune, c'est l'imitation, le mimétisme. On veut imiter ce qu'on voit faire. Et je demande aujourd'hui, quelles sont les valeurs que véhiculent nos aînés, nos gouvernants. Vous savez, il est fréquent de voir des personnes à la télé tenir un langage qui ne reflète en rien leur comportement ou attitude personnelle. Je suis autorité, je ne peux pas dire ce qui est faux à la télévision et espérer qu'à la maison, je sois un modèle d'éducation pour mes enfants. C'est pas possible. Ok. Merci bien. Eh bien, c'est la fin de cette rubrique et je rappelle que nous avions eu à parler des déviances sexuelles en milieu scolaire et universitaire. Nous avons abordé la question avec le psychopédagogue Eddie Koto, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, je vous retrouve prochainement et surtout prenez soin de vous.